Allez, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous à ce second meet-up de Agile in Real Life. Je vais commencer par me présenter. Donc, Benoît, je fais partie de Swoot Partners et de la practice Agile de Swoot Partners, qui est une ESN qui partage jusqu'à 50% de son capital. On a créé ce meet-up, là, Agile in Real Life. Le but, c'est d'avoir des tips, des conseils, des solutions concrètes et pragmatiques pour améliorer votre agilité. Le dernier meet-up était sur les réunions, sur le fait de les pimenter, de les hacker avec un meeting spacer, avec le Rôti Express aussi pour avoir des feedbacks en temps réel. Aujourd'hui, on va être sur le sujet de l'agilité à distance, l'agilité en remote, sujet de plus que d'actualité depuis 7 mois maintenant. Et donc là, je suis super content d'accueillir deux intervenants, deux groupes d'intervenants. Donc en premier lieu, Johan Regardin d'Orange. Hello. Voilà, qui nous parlera du PI Planning en remote, qui est animateur entre 36 et 40 RTE chez Orange. Donc, ça fait du monde. Il nous apportera du coup ces tips, ces outils pour comment réussir un PI Planning en remote. Et l'avantage du 100% live, c'est qu'aujourd'hui, comme deuxième intervenant, on a un groupe qui nous vient tout droit du Québec, avec l'équipe de Nitro, netro.io, qui vont nous donner leurs conseils sur comment faire une rétro à distance, avec leurs tips et puis leurs outils, évidemment, qui développent depuis plus d'1 an. Voilà, donc le format de ce soir, ça sera 2 interventions du coup de 45 minutes. Il y aura de la place pour les questions à la fin de chaque intervention, donc environ une demi-heure de présentation, 15 minutes de questions-réponses. On décidera aussi de faire passer quelques questions s'il y a besoin d'éclaircissements rapides. Sinon, ça sera à la fin de chaque intervention. Vous pourrez les poser dans le chat ici de Zoom. Et après, on laissera la conférence ouverte après les 2 interventions pour discuter, prendre d'autres questions, approfondir d'autres sujets si nécessaire. Donc voilà, je te laisse peut-être la main, Johan, pour commencer. Oui, volontiers. Bienvenue à tous. Alors, je vais vous partager un petit support PowerPoint. J'aurais bien aimé vous montrer beaucoup d'outils interactifs, donc je vais voir suivant la qualité du réseau et puis des informations que je peux vous partager. Ce témoignage sur l'agilité distribuée, là, le contexte, en fait, c'est ce qu'on réalise chez Orange depuis un certain nombre d'années. Je suis à la fois RTE, je suis coach SPC aussi, donc je donne des formations en interne. Et puis, je suis animateur de la communauté des RTE. Je n'anime pas les RTE puisque voilà, ce sont des personnes très, très autonomes, mais simplement une communauté que l'on a mis en place pour pouvoir échanger nos différentes pratiques. Alors, déjà, là, quand on parle de RTE, d'agilité distribuée, chez Orange, en fait, on s'appuie sur une transformation qui s'est mise en place depuis pas mal de temps. Si on remonte jusqu'à une dizaine d'années dans le passé, on a eu une première expérience d'agilité à large échelle, donc qui était plutôt sur un format de Scrum of Scrum, voilà, environ 80-100 personnes autour d'applications très concrètes, la prise de commande. Vous allez dans une boutique Orange, l'outil qui sera utilisé par le vendeur ou le conseiller client sur un plateau client, ça sera probablement celui-ci. Donc, il a été élaboré depuis 2009. Ça existe toujours, et donc en capitalisant un petit peu sur ces programmes d'agilité à l'échelle, plus tout un tas d'agilité unitaire qui s'est mis en place au sein du groupe, on a progressé jusqu'à une étape en 2017 où on a tenté une petite expérimentation de transfo digital en travaillant sur plein d'axes. Voilà les nouveaux rôles dont on allait avoir besoin. On a beaucoup travaillé l'architecture aussi. Une bonne architecture, c'est vraiment indispensable pour pouvoir permettre à des équipes de délivrer de façon autonome des projets ambitieux. Et puis, c'était l'occasion de tester aussi des modèles d'organisation un peu à la Spotify ou en mode feature team. Et donc, en capitalisant un peu sur cette expérimentation, il y a eu un grand programme qui a été lancé par Orange France en 2019 pour accompagner progressivement toutes les équipes qui le souhaitaient
dans l'adoption de ces méthodes agiles et puis aussi créer des conditions de succès matériel, de formation tout autour. Avec un objectif assez ambitieux, hein, c'est d'avoir d'ici 2023 environ 3000 personnes au sein d'Orange France qui sont en mode agile complet. Alors, je ne suis pas forcément sûr que vous ayez tous en tête le vocabulaire qu'on va utiliser dans le suite de la présentation. Donc, je fais une petite parenthèse rapidement sur un des frameworks d'agilité à l'échelle. Ce n'est pas le seul, mais voilà, c'est celui que l'on a choisi. Il s'appelle SAFe. Et donc, il y a quelques concepts assez importants. L'agilité unitaire, bon, c'est bien connu, c'est bien maîtrisé, que vous soyez en Scrum ou en Kanban, on sait produire depuis très très longtemps, depuis plus de 20 ans, des équipes mettre en place des équipes qui arrivent à fonctionner avec une taille entre 5 et 10 personnes. L'idée de l'agilité à l'échelle, c'est de pouvoir délivrer des projets très ambitieux, mais tout en conservant ces fondamentaux de l'agilité. Et donc, dans une approche SAFe, ça passe par la constitution de ce qu'on appelle des trains agiles, des Agile Release Trains, qui vont regrouper plusieurs équipes en agilité unitaire, ça c'est très important, et cadencer un peu les points de rencontre entre les personnes de ces équipes à travers un espace de temps. Donc là, on n'est plus seulement sur les sprints agiles du Scrum, mais aussi on est sur des incréments, des périodes de temps un peu plus longues, sur lesquels on va essayer de s'aligner pour délivrer un certain nombre de projets. Et donc, ces projets, ils viennent majoritairement d'une structure qui est encore au-dessus, qui s'appelle le portfolio, qui permet de délivrer des ambitions assez importantes. Et donc, toute cette agilité, pour la mettre en place, ça passe à travers quelques rôles que l'on va utiliser dans la présentation. Donc, en agilité unitaire, le Scrum Master, le Product Owner, voilà, ce sont des rôles assez bien identifiés. Il faut savoir qu'en agilité à l'échelle, on a le RTE qui fait le Release Train Engineer qui fait à peu près le même type d'activité que le Scrum Master, mais au niveau du train, et le Product Management aussi qui permet de synchroniser ce que font l'ensemble des équipes à travers la vision du Product Owner. Voilà, je ne vais pas aller plus en détail sur ces concepts SAFe. Il y a un site web qui est très très bien fait qui vous donne accès à toutes ces informations. Alors, une fois qu'on décide de mettre ça en place côté Orange, on y va forcément avec pas mal de moyens. Et un des moyens qui était très intéressant, en fait, c'était de pouvoir créer des communautés de pratique pour nous améliorer. Et donc, avec les premiers Release Train Engineers, on a monté une communauté qui représente nos 4 grandes entités qui ont vocation à s'adresser à nos clients grand public, le B2B, tout ce qui est les plateformes de services et puis la partie innovation. Et donc, on est vraiment un peu une courroie de transmission avec ce fameux programme agile que l'on rencontre de manière hebdomadaire. Et notre communauté, c'est assez simple. On a un point mensuel d'échange de 45 minutes. Vous voyez, c'est très court. Hein. Ça ne prend pas forcément énormément de temps, mais on utilise beaucoup aussi des modes d'échange en fait, plutôt asynchrone. En fait, on ne s'envoie pas des mails. On a un channel Mattermost. C'est un outil un peu comme Slack qui nous permet d'avoir des discussions en asynchrone. Et puis, on utilise aussi la suite d'outils collaboratifs dont je vais vous parler un peu plus tard, qui a été clé en fait, pour bien traverser cette période d'agilité en mode distribué forcé, notamment pendant le confinement. Et puis, avant-dernier élément de contexte, donc je vais vous parler d'exemples là qui viennent du train des accueils digitaux. Donc, les accueils digitaux, alors déjà, c'est quoi? Ce sont les pages orange.fr, les sites web, soch.fr, les accueils des espaces clients, et puis tout ce qui est caché derrière pour délivrer l'ensemble de ces services de manière personnalisée. Voilà, ça fait un certain nombre d'assets. Le train des accueils digitaux, c'est environ 108 personnes réparties sur 7 sites géographiques. Et puis, on a déjà délivré plus d'une dizaine d'incréments d'environ 3 mois. Et donc, Johan, oui. c'était une question à propos justement des RTE. Oui. 36 RTE, 36 trains ou parfois plus d'un RTE par train? C'est quasiment 36 trains, même s'il y a les activités RTE sont amenées à se renouveler. Et donc, on peut avoir des trains où il y a un RTE déjà en place qui sera peut-être, en fait, qui fait monter en compétence un nouveau RTE.
mais c'est à peu près du coup ISO. Voilà, l'axe de découpage, c'est ça, donc pour que vous ayez un peu l'ordre de grandeur. Donc ce train-là, là, des accueils digitaux avec cette équipe-là, représente les chiffres qui sont sur votre droite et fait partie d'une des 13 chaînes de valeur de la verticale grand public. Donc, voilà, dans chacune des verticales, il y a aussi d'autres chaînes de valeur qui contiennent soit des trains, soit des équipes applicatives qui utilisent une autre forme d'agilité. Alors, donc, avec ça, vous avez un peu le décor. Maintenant, on va tout de suite plonger dans le dur. En fait, c'est voilà, l'impact de ce travail distribué, et notamment de cette phase de confinement sur les indicateurs du train. Alors, un train, vous l'imaginez bien, c'est une structure en agilité coordonnée. Elle ne peut pas se contenter du burn-down chart qu'on a typiquement dans des équipes en agilité unitaire, ni de regarder la quantité de user story qui était terminée à la fin d'un sprint. On est obligé en fait de produire des indicateurs en fait un peu plus agrégés. Et c'est ça qui est assez intéressant avec Safe, c'est que par exemple une équipe qui va s'engager sur une période de temps va prévoir de réaliser un certain nombre de features, et ces features en fait elle va les reformuler sous la forme d'un objectif qu'elle cherche à atteindre. Et donc, c'est ce qu'on va mesurer à travers le programme Predictability. C'est ça, ce sont les objectifs. Est-ce qu'on est capable de les atteindre ou pas? Et donc, une des choses qui est assez intéressante à mentionner ici, c'est ce qui s'est passé en fait au cours du T2 et du T3, là où on a eu ces phases de confinement. On a pu observer que bizarrement, on atteignait un peu plus facilement nos objectifs. Ça, c'est un des enseignements assez intéressants, c'est que le contexte a amené les équipes en fait à être un peu plus réalistes sur les objectifs qu'elles cherchaient à atteindre. Et donc, du coup, on a mis un peu moins dans son backlog. Ça, c'est un des grands classiques de l'agilité. Et a pu se concentrer pour bien les réaliser. Et donc, on voit qu'on a réussi à atteindre ces objectifs globalement pour l'ensemble des équipes, rentrer dans la fameuse zone des 80-100%, qui permettent de se dire, voilà, on a une équipe qui arrive à rester dans le cadre qu'elle s'était définie elle-même, en fait, c'est-à-dire les objectifs qu'elle s'était formulés. L'autre volet, un des autres indicateurs qu'on utilise, ce sont aussi les votes de confiance. Ça, c'est assez intéressant, c'est qu'à chaque période de temps, donc un incrément, on fait un événement qui s'appelle le PI Planning, j'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, et à la fin de cet événement, on fait voter les équipes sur le niveau de confiance qu'elles ont dans le plan qu'elles viennent de présenter, partager, mettre au point en dialoguant avec toutes les autres équipes. Et donc là, vous en doutez, la période du T2 a généré beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes en fait, de la part des équipes, donc avec un niveau de confiance qui était assez hétérogène. Et on va dire que les équipes qui se connaissaient déjà bien, qui se maîtrisaient bien, ont plutôt gardé un niveau de confiance assez élevé. Mais on voit que globalement, on n'est pas sorti de l'affaire, on n'est pas revenu en fait sur des chiffres que l'on avait auparavant. Donc voilà le type en fait d'indicateur que l'on mesure et puis un des effets que l'on a pu constater. Alors pour faire en sorte que ces événements se passent bien, donc là j'en ai pris un qui est assez emblématique, c'est le PI Planning, donc ces fameux, normalement ce sont plutôt 2 jours que l'on passe en physique, tous rassemblés dans des salles, donc voilà, on a eu déjà l'occasion de mener avec ce train jusqu'à 7 événements de ce type pendant 2 jours en physique. On le fait avec 2 trains en plus en même temps, donc on a plus de 220 personnes qui sont tous dans une même salle, et vous imaginez, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de focalisation, ça s'agite dans tous les sens. Et donc pour maintenir cette énergie-là, quand on est tous chacun chez soi, derrière notre bureau, quand on était en confinement complet, on a dû faire un certain nombre d'adaptations. Une des premières adaptations, c'était de réduire en fait la première session du matin avec des présentations limitées à 5 minutes, des choses très très compactes qui ont tenu compte du mode de travail des participants, du fait qu'ils soient chez eux, qu'ils aient des contraintes familiales ou autres, et donc ça a été quelque chose d'assez efficace. On a aussi étalé l'événement dans le temps, alors pas trop, certaines équipes l'ont étalé jusqu'à 1 semaine. On s'est rendu compte que ce n'était pas génial pour rester focalisé, c'est-à-dire que cette activité... Ok, c'est bon, ton son est revenu. Ah, excusez-moi, ça a coupé depuis longtemps? 1 minute. 30 secondes. Ouais, quelques secondes, oui, quelques secondes. Ouais, n'hésitez pas à me le dire.
Ouais, ces team breakouts, pour juste rembobiner un petit peu, ce qu'on a remarqué, c'était intéressant de ne pas trop les étaler non plus, puisqu'on perd la focalisation des personnes. Ça devient une activité qu'ils inscrivent à leur agenda, mais ils font autre chose en parallèle. Donc, ce n'est pas génial non plus d'étaler sur une période de temps très très longue. Du coup, je vais ouvrir la fenêtre de chat pour voir si on m'entend plus. Alors, autre élément, des sessions de restitution. Donc, les PI planning en physique, on avait tendance à aller devant un board en physique. Et puis, ce n'était pas toujours évident de demander aux gens de se concentrer, d'être capable de faire une synthèse très, très rapide. Là, quand on est tous à distance, il faut garder l'attention en fait, des personnes. Et donc, ça c'est... Enfin, ce que vous voyez ici, hein, c'est un extrait de mon agenda. C'est des véritables réunions Outlook qu'on a envoyées. Et donc, on était capable de faire tenir ces sessions de restitution en 1 heure, plus un petit quart d'heure pour gérer les risques, des choses comme ça. Donc ça, c'est faisable, ça marche bien. Et puis aussi, en amont, une très bonne préparation qui est nécessaire, notamment à l'usage des outils. Voilà, certains n'étaient pas habitués à certains outils qu'on allait mettre en place. Et donc, il a fallu organiser des petites sessions de prise en main. Et puis, mobiliser très fortement les participants. Tout ce qu'on peut faire, je vais vous en parler un peu après, en termes d'activité de priorisation du backlog, ça aide beaucoup à réussir ces PI planning en mode distribué. Et donc, ça nous a donné ça. On était le 30 mars, donc on était 10 jours après le confinement total. Et on a réussi ce 7e PI planning. En fait, à l'époque, on avait fait un petit post là, sur LinkedIn pour fêter ça. Ça a été vraiment un très grand succès, alors qu'on était en plein dans la zone difficile. Alors, avant de parler un peu des outils, est-ce qu'il y a des petites questions? Je n'ai pas vu le chat. Non. La question, justement, c'était sur les outils. Donc, c'est parfait. OK, eh ben, on est pile dans le bon timing. Alors, les outils pour travailler à distance. Alors, non seulement travailler à distance, mais travailler ensemble, hein, puisque on peut facilement avoir un VPN, accéder à ses mails et continuer comme à l'ancienne de rédiger des spécifications Word, des grands mails très très longs à plein de gens. Et puis voilà, ça c'est un peu compliqué. Ce qui est important pour bien réussir, enfin je pense, hein, il y a des outils un peu fondamentaux, notamment les suites collaboratives. Donc ça c'est clé, hein, ça, à travers un formalisme simplifié, un peu comme sur un Wikipédia, des plugins très riches. On est capable d'avoir ce qu'on appelle en safe le solution intent, la seule source de vérité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très efficace. Donc, j'en parlerai un peu en détail tout à l'heure. Bien sûr, un des fondamentaux quand on est dans l'industrie logicielle, c'est d'être capable de livrer en fait, du code, du paramétrage, d'avoir un process de travail en commun entre les développeurs. Donc, nous, autour des suites GitLab, GitLab CI, voilà, on s'est appuyé en fait, hein, sur cet asset-là, mais qui était déjà bien maîtrisé par les équipes, à travers les processus de merge request, par exemple, qui sont vraiment, enfin, c'est top, hein, c'est vraiment à conseiller pour avoir une appropriation en fait, collective du code, de ce qu'on produit, et puis tous les éléments qui nous permettent de délivrer en continu. Bon, là, c'est plus du safe en classique, hein, mais cette intégration, ce déploiement continu, ça passe par ce type d'outillage. Et puis, le dernier outil fondamental, à mon sens, c'est le plan partagé des équipes. Nous, on est un peu sur la suite Atlassian, donc avec Jira, et je vous donnerai un peu quelques exemples des impacts sur notre manière de travailler. Et puis, autre type d'outillage qui est clé pour réussir ces approches, c'est les outils de communication. Voilà, vous êtes sur un outil de visioconférence. On en a plein chez Orange, hein, des Skype, des Zoom, des Webex, des outils internes. Donc, ça ne manque pas. Il faut savoir trouver le bon, celui qui sera le plus facile à prendre en main, puis celui qui tient la charge. Voilà, je ne sais pas combien on est là en ce moment de connectés, mais bon, exactement cet outil-là, on l'a monté à plus de 220 personnes et ça n'a posé aucun problème. Donc ça, c'est assez clé en fait, hein, d'avoir une solution fiable. Alors, je n'ai pas de part chez Zoom, hein, mais il y a d'autres outils qui tiennent bien aussi la charge. Un ChatOps ou alors voilà, qui ont de Slack, Mattermost, ça c'est idéal pour les équipes distribuées. Ça permet de créer une culture collective de l'équipe malgré la distance. C'est aussi important de regarder les aspects sécurité. Nous, on a beaucoup misé sur des outils avec des versions qu'on pouvait hoster chez nous, on-premise,
Donc ça, c'est assez clé. Et puis, un truc qui manque beaucoup, quand on est en physique tous dans une salle, on a tendance à prendre des post-it, des crayons, les accrocher au mur. Il nous faut l'équivalent quand on est en ligne. Et donc, des outils de tableau partagé, type Mural, Miro, Klaxoon, il en existe pas mal. C'est indispensable pour réussir des ateliers, des sessions de design thinking et des PI planning. Johan, à ce sujet, je pense que tu couvres un petit peu en partie la question de Théophile, mais justement, tu avais la question de comment faire pour maintenir le dynamisme d'un PI planning avec des échanges plus compliqués dans un format à distance. Ouais. Est-ce que ce n'est pas moins agréable pour les équipes? Alors oui, c'est moins agréable dans le sens où on a toujours envie de se parler de manière informelle, de profiter de l'occasion pour aller manger ensemble le soir, de la première journée de PI planning. Voilà, ça c'est clair qu'on n'a pas ces éléments-là. Alors on a essayé quand même d'organiser des petits apéros juste après en fait l'événement pour créer un peu ce lien-là, mais on n'est pas à ce niveau-là. Donc pour créer cette dynamique, il faut être capable de focaliser les personnes et se dire dans un contexte où on est chacun chez soi, on a besoin en fait de tirer de la valeur de ce qu'on est en train de faire en fait, pour que ça soit vraiment efficace. Et donc c'est vrai que à travers les outils là, que je vais vous présenter ou à travers la manière d'organiser l'activité des Scrum Masters, par exemple, quand ils animent leur team breakout, ça requiert un peu d'expérience. En fait, il faut tester, savoir détecter les personnes qu'on est en train de perdre. Voilà, un des grands conseils, par exemple, qu'on donnait pour les team breakout, c'était de demander à tout le monde d'activer sa caméra. En fait, on est capable de lire du non-verbal en fait à travers l'image. Et quelqu'un qui lève les yeux au ciel tout de suite, c'est quelque chose qu'on capte tout de suite. En fait, quand on est dans une salle en physique, à travers une visio, c'est aussi des choses qu'on est capable de capter. Voilà. Et puis de laisser de la place aussi à la communication asynchrone, c'est assez important. Ça permet aussi de créer de l'émulation. Alors, les outils collaboratifs, donc les suites collaboratives, donc, nous, par exemple, on utilise Confluence. C'est vraiment des outils clés qu'on a mis en place avant ces événements de confinement. Et donc, là, aujourd'hui, je crois qu'on a à peu près 10 000 licences actives en fait, sur Confluence. C'est utilisé par plus de 10 000 personnes en interne chez Orange. Donc, il y a vraiment déjà une culture en fait, autour de l'usage de ces outils. Et ce qui est assez important, c'est qu'ils ne se limitent pas à un endroit où je vais stocker des documents. En fait, c'est des endroits où je crée des documents et je le crée en fait, de manière collaborative. Donc là, la petite capture d'écran que vous avez ici à droite, je dis juste ce qu'il y a dessus, c'est un compte-rendu d'un événement, par exemple celui du PI Planning. Il y a eu jusqu'à 120 versions de produites par environ une trentaine de personnes qui ont contribué. Et ça, c'est vraiment la démarche autour de ces outils, c'est qu'on peut produire du livrable qui n'est pas du coup du code, mais qui est important en fait pour le train, pour ce qu'on a réalisé, de manière entièrement collaborative, et aussi en utilisant un formalisme, la Wikipédia, c'est simple, il n'y a pas, vous verrez dans ce qui est produit, il n'y a pas forcément beaucoup d'artefacts pour écrire en police 52, souligner, avoir des trucs très hétérogènes. Non, l'outil nous amène à créer des choses assez homogènes, à en faire un véritable référentiel des informations, et puis aussi, si on a envie d'écrire des specs, de faire des schémas, ça c'est quelque chose qui est très important dans l'approche SAFe. Il recommande beaucoup d'investissements sur l'architecture. Il y a beaucoup d'idées qu'on fait passe à travers des schémas. Il y a des outils, des plugins comme Draw.io qui sont top en fait pour réaliser tout ça et sortir un peu du cercle vicieux de chacun rédige des morceaux de ce qu'il y a à faire dans son coin, se les envoie par mail ou les dépose sur un SharePoint ou un disque réseau, mais ce n'est pas un livrable qui est produit ensemble. Avec ces outils, on est capable de les produire ensemble. L'autre focus que je voulais faire, c'est sur le plan partagé des équipes. Donc là, nous, aujourd'hui, on utilise Jira. Jira, on a été capable de le mettre en place sur tout le scope d'un train agile. Donc à la fois au niveau d'une équipe, on gère des user stories, des technical stories, des studies aussi pour les activités d'études, des bugs, puisqu'on fait le run aussi de nos applications. Et dans Jira, il y a tout ce qu'il faut pour créer la mécanique d'assemblage qui nous permet de gérer le niveau train. L'agrégation dans des features, ça correspond un peu à l'objet Epic qui existe dans Jira.
Et par-dessus, on est venu ajouter une couche qui nous permet de traiter les véritables epic safe, en fait, ou des projets time to market, là, c'est le langage un peu Orange, pour recréer cette agrégation qu'on peut utiliser après dans des vues. Donc là, il y a un plugin qui s'appelle Structure, par exemple, dans Jira, qui nous permet de tirer des liens comme ça, c'est-à-dire sur toute la grappe des instances, de ce que fait une équipe au niveau team, de ce que produit un train et comment ça se raccroche aux véhicules qui permettent de financer et donner du sens à ce travail. Et donc, ces outils, par exemple, en mode distribué, on les a énormément utilisés, notamment pour faire les ateliers d'identification, de priorisation des features candidates. Il y a une méthode, je ne vais pas vous la décrire ici, mais qui s'appelle WSJF en Safe. Et donc, avec ce type d'outils, on peut, malgré le fait qu'on était tous confinés ou distribués géographiquement un peu partout, on pouvait avoir ce type d'atelier de manière très, très efficace en manipulant ce type de concept directement à travers ces outils et des visions transverses qu'on obtient avec Structure. Une autre utilisation de Jira qui a été très importante en mode distribué, enfin qui l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui, c'est les User Story Map. Donc User Story Map, c'est très intéressant parce qu'il nous permet de créer une vue en fait à la fois temporelle, les sprints que prévoit l'ensemble des équipes, mais aussi de donner une vision sur à quoi ça se raccroche, en fait, quelles sont les features qui vont être implémentées à travers ces user stories que j'ai programmées dans ma vue temporelle. Et ça, pour ceux qui connaissent bien Safe, c'est exactement ce que produisent les équipes pendant les team breakouts, pendant les PI planning. On avait l'habitude de prendre un tableau blanc en collant des post-it sur la liste des user stories que je voulais faire. On marquait à la main le nombre de story points que ça allait représenter. Et à la fin, on vérifiait si ça tenait dans la capacité à faire de l'équipe. Maintenant, avec ce type de plugin sur Jira, on est capable de faire cet atelier Team Breakout, d'avoir ce livrable directement dans nos outils agiles, sans passer par ces étapes de post-it ou autres. Et les équipes ont vraiment très fortement plébiscité ce mode de fonctionnement. Et puis, dernier focus que je voulais faire avec vous, c'est le fameux tableau partagé. Donc voilà, pour le moment, on utilise Miro. Il y a une partie des trains chez nous qui utilisent aussi Klaxoon, d'autres qui ont essayé d'autres outils comme Aiobeya ou Mural. Enfin, voilà, il y a toute une variété d'outils. On va retrouver la plupart du temps des fonctionnalités assez basiques, hein, de post-it, de pouvoir interagir ensemble, écrire ensemble, de voir qu'il y a tout un tas de personnes qui sont en train de bosser sur un sujet. Voilà, on retrouve un peu l'effervescence en fait, hein, des PI planning en physique en regardant les pointeurs de souris et puis la matière se produire tous ensemble. Là, ce que j'aime bien par exemple dans Miro, c'est qu'il y a des fonctions un petit peu plus avancées, c'est-à-dire on n'est pas obligé de faire des post-it, on peut aussi utiliser des objets cards qui, à l'aide de metadata, permettent en fait, de taguer en fait, les sujets, de mettre des dates. Voilà, on peut les importer depuis Jira aussi, donc ça nous fait gagner énormément de temps. Et puis, il y a des fonctions d'animation à l'écran, sous forme de grid, de Kanban, de connecteurs, qui sont très efficaces. Des frames qui permettent de naviguer dans des zones, c'est-à-dire un grand tableau blanc. Vous imaginez un PI planning, il y a un mur, on va dire, de 6 mètres sur 2 mètres de haut, avec tout un tas de choses écrites partout. Voilà, ces frames permettent de naviguer en un clin d'œil sur les zones qui peuvent intéresser l'équipe ou la vision train. Et puis à la fin, les fonctions d'export. Voilà, il y a un export PDF en vectoriel qui est génial puisque ça a parlé au RTE, je ne sais pas s'il y en a sur le call, mais souvent on faisait des photos haute définition avec des boîtiers réflexes de ce qui avait été écrit sur les murs et après on essayait de déchiffrer, donc c'était un peu galère. Là maintenant on a un export PDF vectoriel nickel du plan en fait qu'a produit les équipes et puis des fonctions de suivi des participants, de recherche multicritères qui sont excellentes, hein. Pour les animateurs que sont les RTE, c'est génial en fait, d'avoir ce type d'outillage. Et là, dernier petit snapshot, hein, c'est je m'absente déjeuner, je reviens 2 heures après. Je vois que sur une des petites zones du tableau partagé, j'ai en rose, là comme ça, tout ce qui a bougé. Voilà, je vois des grands mouvements qui ont eu lieu en fait, pendant mon absence. Et ça, la centaine de personnes qui accédaient au board avaient aussi accès à ce delta-là pendant leur propre absence, en fait. Et donc ça, c'est pareil, c'est des fonctions qui nous permettent de bien travailler ensemble tout en étant à distance. Et quelque part, ça ne remplace pas l'énergie qu'on a sur le PI planning en physique, mais ça compense, en fait.
et on en trouve des bénéfices aussi sur notre manière de préparer nos PI planning, de les dérouler et puis de faire tout le suivi dans la durée. Voilà, donc avant de passer aux questions, les points à retenir, hein, c'est que naturellement, de notre côté, sur le contexte que je vous ai partagé, on avait une distribution géographique en fait, de nos équipes. Ça nous a permis de nous adapter très rapidement. Voilà, ces outils, une partie d'entre eux, pas les tableaux partagés, hein, mais Jira, Confluence, c'était déjà en cours d'appropriation en fait, au niveau des équipes. Donc ça nous a permis d'y aller bien, correctement. On avait l'expérience aussi de plusieurs incréments. Donc ça a permis de créer des collectifs, des gens qui se connaissent. Ça aide beaucoup en fait, à traverser ces événements. Mais on a aussi un exemple chez Orange de trains qui se sont constitués pendant la période de confinement. Ils ont réussi à le faire et à créer un collectif qui marche assez bien. Donc ça, c'est aussi faisable. Et puis, comme ça fonctionne pour tout, hein, une très bonne préparation, notamment s'appuyant sur la recommandation SAFE, c'est bien utile. En fait. Ça permet de dérouler des exercices d'une bonne manière. Et puis, ces outils, dès lors qu'on produit ensemble l'aspect collectif et une seule fois, on n'est pas en train de chacun de se créer notre propre vue, nos propres livrables dans notre coin, mais on a un endroit unique où on va trouver cette information. Ça, c'est génial en fait. Et en mode distribué, ça a énormément de valeur. Voilà ce que je pouvais vous partager là-dessus. Et on est prêt à prendre vos questions. Il y avait une question, Johan, d'Olivier. Alors, il te demande, est-ce que tu penses que les PI planning en remote impliquent plus de préparation que ceux en présentiel? Oui, je le pense. Mais par contre, c'est une préparation qui est bénéfique pour, à la fin, quand on creuse vraiment et on regarde ce que ça nous a amené à faire, en fait, cette préparation, on va retrouver un peu les fondamentaux qu'on attend d'une équipe agile coordonnée, à savoir générer des discussions avec les business owners, avec les epic owners, sur c'est quoi la liste des features candidates. J'attends pas le PI planning en fait, pour découvrir ce qu'il y a dedans. Et le fait de se forcer à faire des vrais ateliers d'identification, de priorisation, WSJF des features, ça a créé beaucoup d'échanges, en fait, beaucoup de connexions avec les personnes, ce qui fait que moi, j'ai trouvé personnellement qu'il y avait une meilleure appropriation par les business owners de ce qui était produit. Okay, j'ai une question aussi. Ouais, vas-y, la question de Phil. Non, j'avais une question pour Johan. Penses-tu que justement ce travail à distance, puis les bouleversements que ça a apporté sur votre façon de travailler chez Orange, est-ce qu'il va y avoir des apprentissages, puis des façons de faire qui vont rester si jamais demain on retravaille comme on avait l'habitude de faire en fait? Oui, ouais, tout à fait. Il y a un plébiscite énorme pour notamment les tableaux partagés. Et certains se projettent déjà, y compris en mode, voilà, on est tous rassemblés en physique, avec un mode hybride en fait, c'est-à-dire qu'on a beau avoir les équipes en physique avec des zones dans un grand espace réservé à chacune des équipes, le fait de pouvoir voir en live en fait se constituer ce tableau partagé qui serait projeté en fait sur un très grand écran, voilà, beaucoup de personnes se projettent avec ce mode de fonctionnement et en tirer pas mal de bénéfices. Okay, il y avait une question de Théophile, du coup, Johan, sur le côté dynamique du PI planning, qui est forcément plus compliqué à distance avec les échanges. Est-ce que ce n'est pas moins agréable pour les équipes? Qu'est-ce que vous avez mis en place, du coup, pour rendre la chose dynamique et à distance? Oui, carrément. Hein. Moi, j'ai plein de photos de PI planning précédents. On était tous ensemble. On a créé du collectif aussi comme ça, en fait. Hein. C'est vrai que c'est très dur à recréer comme ça à distance. On a pu le faire. Par exemple, là, pendant la période de confinement, on a embarqué le portail Soch en tant qu'équipe dans notre train. Et là, ça a pris, en fait. Hein. Ils ont réussi à rentrer, à se caler sur le même rythme que les autres équipes. Par contre, on aimerait bien pouvoir se retrouver tous ensemble à nouveau
Et puis, voir les personnes de visu, en fait, être capable de profiter de tous les aspects informels, en fait, non verbal qu'on n'a pas, malheureusement, avec ce travail à distance. Une question de Christelle, plus sur Safe. Donc, elle demande est-ce qu'il y a besoin que les squads aient exactement les mêmes dates de sprint? Oui, c'est comment dire, c'est un prérequis dans le fait de travailler sur des sujets ensemble et d'avoir comment dire, un suivi au fil de l'eau. On a un événement, par exemple, à chaque fin de sprint qui s'appelle le système démo. Et on demande à chacune des équipes de présenter ce qu'elles ont réalisé, de faire une démonstration de ce qu'elles ont fait pendant le sprint. Et c'est là où on rend visible en fait ces connexions qu'il y a entre les équipes. Une équipe qui a préparé un contenu qui doit être rendu par une autre équipe, finalement, ce travail de coordination, il est incarné à travers cette démonstration. Et donc, s'ils ne sont pas sur les mêmes dates de sprint, ça ne marchera pas bien puisque il y aura du chevauchement en fait, derrière. Il est 38. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être d'enchaîner derrière, puis de rester après à la fin pour répondre aux autres questions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça me paraît bien. Merci, merci Johan, Ouais. pour cette intervention. Est-ce qu'on envoie le micro tout loin là-bas au Canada, au Québec? Là, il va falloir le lancer loin et fort. Ouais, et d'ailleurs, voilà, on fait des rétrospectives au niveau des équipes agiles. On fait même des rétrospectives qui s'appellent des inspect et adapt au niveau des trains. Et c'est vrai que là, on n'a encore pas trouvé l'outil magique pour ça. Donc, je pense que Nitro pourrait correspondre à la situation. Écoute, c'est une transition qui me fait très plaisir. Alors, je vais pouvoir partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Alors, c'est un peu bizarre parce que moi, je vois juste ça. Ok, bon, parfait. Une petite seconde. Donc là, si je change, ça change aussi. Juste, j'ai pas accès au chat. C'est pas grave, je vais compter sur toi, Julien, pour pouvoir me dire ce que ça donne au niveau du chat. Ça me fera plaisir. Bon, ben parfait. Merci, merci Johan. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Anders, mais tout le monde m'appelle Andy, donc vous pourrez m'appeler Andy dans le chat, ça me fera bien plaisir. Et puis, je suis là aujourd'hui avec Julien. Benjamin va arriver un petit peu plus tard de l'équipe Nitro. Nous trois, en fait, on forme l'équipe Nitro. Puis Nitro, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de rétrospective agile en ligne donc, qui est faite pour faciliter vos rétrospectives à distance. Et puis, on sait que maintenant, tout le monde a eu droit à faire des rétrospectives à distance depuis ces 6 derniers mois. Donc c'est ça, on est très heureux ce soir, cet après-midi chez nous, mais ce soir chez vous, de participer à cet événement. Donc c'est ça, Nitro, nous, notre mission, c'est d'offrir aux équipes agiles la meilleure expérience de rétrospective en ligne. On va vous parler de l'outil Nitro un petit peu plus tard, mais avant ça, on est là vraiment pour tenter de voir ensemble, de parler de cette cérémonie Scrum que l'on préfère, qui est la sprint rétrospective, particulièrement dans un contexte remote avec tous les problèmes qu'on peut connaître du travail en remote. Et à un moment donné, assez rapidement, on va pouvoir vous partager nos 8 meilleurs conseils pour faire de vos rétrospectives en ligne un succès. Mais avant ça, il va falloir qu'on respecte une tradition à Montréal. Normalement, si vous êtes allé à Montréal, vous avez déjà entendu parler de Montréal, vous devez avoir 2 idées préconçues sur le Québec. 1, la poutine, c'est très bon, je recommande à tout le monde. 2, les travaux à Montréal. Il y en a à peu près à tous les coins de rue. Et puis aujourd'hui, on va respecter cette tradition en faisant un petit détour avant de parler des 8 conseils pour faire de vos rétros en ligne un succès. Vous allez voir, c'est quand même un détour qui est intéressant puisqu'on va revenir sur les bases de la rétrospective agile. Ça sert à quoi? Pourquoi on en fait? Et puis, non pas des astuces pour les rater, mais voir les éléments qui font que les rétrospectives peuvent être ratées.
Si je dis n'importe quoi ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, évidemment. Alors, pourquoi faire des rétrospectives? Bon, ici, je pense que je suis entouré d'une audience de connaisseurs, donc on ne va pas aller dans la base de la base. Mais on sait que faire une rétrospective à la fin d'un sprint ou à la fin d'un événement, ça se fait de temps en temps, à la fin de n'importe quoi, c'est une excellente opportunité de s'améliorer en continu, à la fin d'un sprint ou d'une itération. Une rétrospective, c'est aussi un bon moment, une bonne occasion de faire un retour en arrière, de voir ce qui a bien été, ce qui n'a pas bien été, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, et à partir de là, de bâtir un plan d'amélioration basé sur des faits récents. Enfin, troisième raison, on sait que de bonnes rétrospectives, ou plutôt des rétrospectives, lorsqu'elles sont bien bâties, lorsqu'elles sont bien vécues par l'ensemble de l'équipe, ça va aider l'équipe à grandir en continu, sprint après sprint, encore une fois, et par conséquent, à aider les membres de l'équipe à livrer de la valeur plus efficacement, plus rapidement. Donc, vous prenez ces trois ingrédients, là, vous les mettez dans le shaker, et puis ça vous donne l'ensemble des raisons pour lesquelles vous devriez faire des rétrospectives. Une dernière chose quand même par rapport aux raisons pour lesquelles on devrait tous faire des rétrospectives, toutes les équipes devraient faire des rétrospectives, c'est que les rétrospectives aident les équipes, même les très bonnes, à continuer de s'améliorer. Ça, c'est pas moi qui le dis, je n'aurais pas cette prétention-là. Et c'est Esther Derby et Diana Larsen qui sont vraiment des auteurs très connus là, sur la littérature, dans la littérature autour des rétrospectives. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'est ça, c'est que même les meilleures équipes ont toujours de la place pour s'améliorer. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Et donc, c'est pas parce qu'une équipe est bonne que la vélocité est bonne. On juge souvent la qualité d'une équipe à tort ou à raison à sa vélocité. Non, il y a toujours moyen de s'améliorer. Maintenant, quels sont les problèmes les plus répandus avec les rétrospectives? Donc, que ce soit les meilleures astuces pour rater vos rétrospectives. Je pense que beaucoup doivent se reconnaître là-dedans dans ce premier constat. En tout cas, beaucoup ont pu expérimenter des rétrospectives de ce type. Ça peut arriver qu'on perde de vue la valeur des rétrospectives. Pourquoi on fait ça en fait? Puis c'est devenu tellement ennuyeux de faire toutes les 2 semaines le sacro-saint. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui n'a pas bien été? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Il peut y avoir une routine qui s'installe. Puis ça, c'est un petit poison quand même dans la vie d'une équipe lorsque les rétrospectives sont perçues comme une contrainte et non comme une opportunité de s'améliorer. Deuxième point, une rétrospective ne va pas fonctionner si on focus sur des éléments qui ne peuvent pas être changés dès le prochain sprint. 2 choses à ça. Il y a l'élément de temps, donc il faut pouvoir s'améliorer, changer des choses, adapter des choses et s'améliorer dès le prochain sprint, mais il faut aussi être en contrôle de ce qu'on veut changer. Je vous donne un exemple, je ne sais pas, mettons que vos process dans votre équipe ne fonctionnent pas, vous allez vous attaquer à un process que vous pouvez changer comme ça, demain si vous voulez. Ça, c'est plutôt bon. Mais si vous voulez changer une relation entre 2 stakeholders sur lesquels vous n'avez pas forcément de contrôle, ça, c'est un mauvais exemple, par exemple, d'action item. J'ai pris cet exemple, il n'est pas très bon, mais c'est juste pour vous dire qu'il faut avoir du contrôle sur les éléments d'action que vous voulez contrôler. Troisième élément, les action items, les éléments d'action en bon français. C'est très souvent une source de confusion dans des rétrospectives lorsqu'elles sont mal conduites. Soit il n'y en a pas, puis alors là, la rétrospective sera juste été un café géant d'1 heure, 1 heure et demie, puis chacun aura parlé un peu de ce qu'il veut sans prendre d'éléments d'action. Soit il n'y en a pas assez, soit il y en a trop, soit on ne les associe pas à des personnes, en tout cas à une personne particulière. En général, un élément d'action, on reviendra là-dessus plus tard, mais c'est un élément d'action par personne, et cette personne-là s'assurera du suivi des éléments d'action dès le prochain sprint. C'est la bonne pratique. Dernière chose à ce sujet, c'est que parfois dans des rétrospectives, on ne fait pas le suivi d'un élément d'action d'une rétro à l'autre. Ça, c'est également une pratique qui est assez dangereuse. Donc maintenant qu'on a fait le tour des mauvais ingrédients d'une rétrospective, on peut voir ensemble en quoi l'exercice de la rétro est encore plus important, encore plus crucial, si j'ose dire, dans un contexte de travail à distance. N'hésite pas, Julien, s'il y a des questions ou des choses à changer jusque-là. Je suis tombé sur cet article qui est assez intéressant. Puis, encore une fois, je pense que vous allez pouvoir vous reconnaître là-dedans.
depuis qu'on travaille tous à distance, là, avec le travail à distance forcé, en fait, globalement, on travaille plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans les transports, on gagne du temps là, sur certaines choses qu'on avait l'habitude de faire avant dans notre vie d'avant, si je peux dire. Ce qui fait qu'on a tendance à plus travailler à la maison, peut-être une heure de plus chaque jour. Et ça, dans un travail à distance, ça rajoute des problèmes qu'on peut avoir au quotidien, notamment des problèmes de collaboration avec des membres d'équipes extérieures, peu importe. Donc, en somme, le fait de travailler plus et dans un contexte à distance peut multiplier tous les petits problèmes qu'on peut avoir au sein d'une équipe. Je divague un petit peu avec cet exemple-là, mais en mars dernier, j'ai entendu dans les couloirs d'une entreprise que les rétros à distance, ça ne peut de toute façon pas fonctionner. C'est pas vrai. En vrai, c'est le travail à distance qui ne fonctionne pas si on ne l'aborde pas de la bonne façon. Puis peut-être que la personne qui avait dit ça il y a 6 mois, finalement, après 6 mois de rétrospective à distance, a peut-être changé d'avis, il faudrait que je lui demande. Mais c'est ça, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir les bons outils, d'avoir la bonne méthode pour faire en sorte que le travail à distance pour une équipe au complet soit positif, soit productif. Si on revient vraiment sur la base de la rétrospective, encore une fois, c'est pour faire en sorte que l'équipe s'améliore en continu. Donc, partir du constat qu'une rétrospective à distance ne peut pas fonctionner, puisque de toute façon, nos équipes sont faites pour travailler à distance maintenant, peut-être demain encore, alors il faut prendre cette opportunité de travailler, d'incorporer des rétrospectives dans sa routine de travail. Cette image-là, je pense que tout le monde l'a vue, elle est mondialement connue. Mais c'est ça, la rétrospective est vraiment faite pour aider les équipes à s'améliorer en continu. Je pense que notre détour est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce petit détour tradition montréalaise. On peut parler maintenant de nos 8 conseils pour faire en sorte que vos rétrospectives en ligne soient un succès. Puis ça, c'est juste les 8 conseils qu'on a choisis. Il y en aurait tellement d'autres à partager avec vous. Premier conseil, ça fait écho avec une posée tout à l'heure à Johan. Une rétrospective en ligne nécessite plus de temps de préparation. Donc, premier conseil, structurer, structurer, structurer. Et pas uniquement au niveau du modèle de la rétrospective ou de l'activité, mais aussi sur le côté logistique. Ici, on vous a donné des petits sous-conseils. Premièrement, allumer sa caméra. Aujourd'hui, c'est correct, on est sur un webinar, donc on ne demande pas à tout le monde d'allumer sa caméra. Par contre, dans une rétrospective, c'est important de voir comment les gens se comportent, réagissent à certains messages, de voir un peu leur face. Donc, c'est vraiment important. Éteindre son micro lorsqu'on ne parle pas, évidemment. Éviter les longs monologues. Faire des pauses toutes les 45 minutes, on n'y pense pas, mais si vous faites des rétrospectives à tous les mois, par exemple, peut-être que ça va durer 1 heure et demie. Ça peut être bon de faire une petite pause. Là où en temps normal, en physique, on ne ferait peut-être pas cette la possibilité d'insérer des exercices physiques ou de respiration pour rendre l'exercice un petit peu plus agréable, faire en sorte que les gens se mettent dans les bonnes conditions. Deuxième conseil, utiliser un outil collaboratif de rétrospective. Julien, c'est toi qui voulais nous en parler, je crois. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je suis rassuré qu'on ne fasse pas les exercices physiques aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Donc, oui, c'est ça, on aimerait mettre l'emphase sur utiliser un outil collaboratif. Puis Johan en a parlé un petit peu aussi. C'est très important d'amener cette couche de collaboration, puis de s'assurer que tout le monde est invité à participer. C'est pas seulement la responsabilité d'une seule personne, qui est souvent le Scrum Master, le coach agile d'équipe. Cette rétrospective, c'est aussi la responsabilité de toute l'équipe. Donc, si on peut s'outiller pour que justement tout le monde puisse participer à cet exercice-là, c'est déjà une belle chose à faire pour nos rétrospectives. Est-ce que tu es en train de nous dire que les rétrospectives sur Excel, c'est pas une bonne pratique? Non, effectivement. On peut rayer cette pratique-là tout de suite. Bon. Puis ici, la question n'est pas évidemment d'utiliser Nitro, mais c'est juste de vous inciter à découvrir un peu ces outils de rétrospective en ligne qui, honnêtement, si vous avez l'habitude de faire vos rétros sur Excel ou autre, testez n'importe lequel de ces outils, puis vous verrez
le pouvoir que ça cache. J'entends comme quelqu'un. Je ne sais pas si vous entendez aussi Oui, quelqu'un. quelqu'un a un micro activé. Ok, c'est bon. Merci. Troisième conseil, gardez vos rétros courtes et fréquentes. On le sait que normalement, dans une équipe Scrum, par exemple, une rétro, ça intervient à la fin de chaque sprint. Ok. Mettons que vous travaillez sur des sprints de 4 semaines. Ce qui voudrait dire que votre équipe ne va se rassembler qu'une fois aux 4 semaines pour parler de ce qui a bien été, pas bien été. Dans un contexte de travail à distance, c'est peut-être pas assez fréquent, puisque vous n'avez pas toutes les petites discussions de coin de table, les discussions à la machine à café, normalement, ça n'existe plus dans le monde virtuel. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est éventuellement de revoir la fréquence de ces rétrospectives. Ça peut être intéressant d'avoir peut-être 2 rétrospectives d'1 heure à chaque 15 jours, si vous travaillez sur un flow de 4 semaines, plutôt qu'une très grande aux 4 semaines. C'est une suggestion. Le but, c'est de pouvoir évidemment partager un petit peu plus fréquemment et de pouvoir résoudre certains problèmes un petit peu avec un peu plus de proactivité. Quatrième conseil, soit entendu. Oui, si tu veux, je peux le prendre. Oh, ouais. Je pensais que je prenais le cinquième, c'est pour ça. Pas de souci. C'est ça. En fait, les équipes sont souvent composées de plusieurs types de personnalités. Le travail à distance, ça peut aussi accentuer justement des personnes qui peuvent être extraverties, des personnes qui sont à l'opposé, introverties, qui vont peut-être pas s'exprimer. C'est très important de s'assurer que tout le monde soit entendu. C'est bon pour l'équipe. Il n'y a pas de membre d'équipe qui est plus important que l'autre. Donc, c'est un peu notre conseil numéro 4, c'est de s'assurer que tout le monde a un temps de parole. Si on s'aperçoit que quelqu'un ne s'est pas exprimé, ben, peut-être l'inviter à s'exprimer sans forcer les gens, évidemment, mais laisser de la place dans la pièce virtuelle pour que les gens puissent s'exprimer. Ici, c'est vraiment le but, c'est de créer ce qu'on appelle un safe space, donc où chacun puisse se sentir vraiment suffisamment en sécurité pour dire ce que cette personne a sur le cœur. Conseil suivant, variez vos exercices de rétrospective. Alors, je parlais tout à l'heure là du modèle ancestral, mais qui fait ses preuves. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. C'est bien, mais faire ça à toutes les rétrospectives, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus marrant. Alors, on vit, je pense, dans la plus belle époque qui soit, pour pouvoir trouver des exemples de rétrospectives qui soient fun, qui soient variés, qui soient engageants sur Internet. Vous pouvez en trouver vraiment énormément. Je vous incite à faire vos recherches et à tenter de varier un petit peu vos exercices de rétrospective. Puis parfois, c'est pas un très gros exercice de créativité ou de réflexion qu'il faut. Parfois, il faut juste prendre une structure qui existe déjà et changer quelques éléments pour pouvoir rendre ce nouvel exercice plus attractif. On va vous donner un exemple. Ce sera le numéro 7, je crois. Conseil numéro 6, et ça va pas à l'encontre du précédent, mais c'est juste une mise en garde par rapport à l'exercice précédent. Ne laissez pas l'outil dicter l'activité. L'outil ou d'ailleurs le modèle de rétrospective. Parfois, on peut être tenté de mener nos discussions autour d'un modèle de rétro tout près, comme j'observe, je trouve ce modèle de rétro, ça a l'air super bien, je vais l'incorporer pour ma prochaine rétro. Sauf que si les membres de l'équipe ont envie de parler d'un sujet qui est vraiment majeur, qui est vraiment pressant, et que votre modèle de rétrospective ne vient pas servir ces discussions, alors vous passez à côté de l'essentiel de votre rétrospective, comme vous laissez dicter par le modèle plutôt que par les sujets de discussion qu'il faudrait aborder. Donc, essayez de tout le temps garder ça en tête. Peut-être que vous avez trouvé un super modèle de rétrospective, vraiment adapté à l'équipe, mais peut-être que ce n'est pas celui qu'il faut amener maintenant, tout de suite, par rapport au sujet que l'équipe a envie de discuter. Donc, essayez de garder ça en tête. Celui-là, par contre, Julien, c'est sûr que c'est pour toi, puisque ça parle de Star Wars, et Ouais. je suis clairement pas la bonne personne pour ça. Ok, bon, je vais enchaîner alors. Le conseil numéro 7, c'est faites le maximum pour garder vos rétros fun. En fait, on le sait, il peut y avoir une fatigue qui se crée à force de répéter les mêmes activités. Mais ce qui
ce qui est parfait avec l'exercice de rétrospective, c'est que du moment où vous comprenez quel est l'objectif, puis quel genre de questions ou de conversation vous aimeriez amener lors de cet exercice-là, ça devient extrêmement facile de l'adapter à votre persona qui est votre équipe. Donc là, par exemple, on a pris l'exemple du Sailboat, qui est un template qui est assez connu, où le bateau représente l'équipe. Ce bateau-là a un objectif, c'est d'atteindre l'île. On le voit, le numéro 1. Cependant, on prend en compte quelques paramètres qui sont le vent. Ça va déclencher des conversations autour de tous les éléments qui aident le bateau à se propulser pour atteindre ses objectifs. On va avoir l'ancre qui va le ralentir. Donc, ça serait des petits bloqueurs. On a aussi un gros iceberg en plein milieu de la mer qui, lui, serait un danger pour l'équipe. Donc, qui serait carrément un no-go. On ne peut plus atteindre les objectifs si jamais on rentre dans cet iceberg. L'embarcation sera détruite. Et ça, on peut l'adapter aisément. Par exemple, on a une équipe de développeurs qui sont vraiment fans de Star Wars. Ben, c'est très facile de prendre l'allégorie de le bateau devient un X-Wing qu'on pilote. On est des rebelles. On veut atteindre notre base de la rébellion, qui est la planète avec le symbole de la rébellion. Puis qu'est-ce qui nous aide à atteindre cet objectif-là? C'est nos propulseurs qui sont représentés par le 3. Donc, qu'est-ce qui propulse l'équipe à atteindre cet objectif? 4, qu'est-ce qui pourrait être des petits accros qui pourraient nous ralentir, par exemple, dans ce voyage-là? Là, on le représente par des astéroïdes. Et 5, le bloqueur, ça serait évidemment la troupe de l'Empire qui est pareil, qui va vous capturer et vous empêcher d'atteindre cet objectif. Donc, c'est très facile d'adapter. Honnêtement, ça fait sourire quand on commence une rétrospective avec ce genre d'activité. Donc, je vous invite à personnaliser au maximum selon le contexte de votre équipe. Comme je le disais tout à l'heure, finalement, vous pouvez repartir d'une recette un peu ancienne, un peu traditionnelle, comme ici la rétrospective du Sailboat. Et avec juste un petit peu d'imagination, vous pouvez donner toute une nouvelle dimension à cette activité-là. Donc ça peut être vraiment après la question Star Wars, ma foi, ça c'est au goût de chacun. Je préférerais peut-être un exemple avec le football, ça pourrait être intéressant. Il faudrait qu'on regarde ça. Dernier conseil, et celui-là il est vraiment important. Responsabiliser les membres de l'équipe. Je vous parlais tout à l'heure des action items, donc les éléments d'action. C'est ça en fait l'output de votre rétrospective, c'est les différents éléments sur lesquels vous et votre équipe vous serez entendus pour faire en sorte que l'équipe s'améliore au cours du prochain sprint. Ce qui est important dans ce cadre-là, c'est de faire en sorte que chaque élément d'action soit assigné à une personne de l'équipe et que cette personne de l'équipe se charge du suivi de cet élément d'action au plus tard au moment de la prochaine rétrospective. Ce qui n'empêche pas de pouvoir travailler un peu dessus pendant le sprint, mais cette personne-là sera comme responsable de donner le suivi de l'évolution de ces éléments d'action au prochain sprint, à la prochaine rétrospective. Donc, c'est ça. Surtout dans un contexte de travail à distance, il faut être plus rigoureux encore sur ce conseil-là. En tout cas, nous, c'est ce qu'on vous recommande. Pour aller plus loin, Benjamin avait écrit un article assez complet sur l'art de la rétrospective à distance. Puis les quelques conseils qu'on a pris là ont été tirés de cet article-là qu'on vous invite à aller découvrir sur le site de Nitro. Il y en a encore pas mal d'autres derrière si vous voulez. On a une question de Théophile. C'est Ouais. des conseils pour une rétrospective d'incrément. Est-ce que tu veux prendre cette question? Pour un incrément particulier? C'est-à-dire, je ne sais pas si Théophile veut préciser sa question. C'est peut-être une question en relation avec Safe, c'est peut-être moitié pour vous, moitié pour Johan, en fait, je pense. Sur l'inspect et adapt, je pense. Ouais. Ok. Est-ce que tu veux commencer sur le côté scale d'agility, toi, Johan? Ouais, très rapidement, en fait, une rétrospective au niveau d'un train, donc ça s'appelle une session d'inspect and adapt. Alors, l'inspection, c'est on regarde un petit peu les résultats, un peu comme les indicateurs que je vous ai montrés tout à l'heure. Et après, on essaie surtout aussi de collecter les douleurs exprimées par les équipes
et qu'elles ne sont pas en capacité de traiter à leur niveau. En fait, ça n'a pas pour objectif de remplacer leur rétrospective, mais vraiment de remonter les sujets importants, systémiques, qui sont à traiter au niveau du train. Et donc, pour ça, on est amené à mener des ateliers, souvent avec des outils qui sont proches de ce qu'on utilise en rétrospective. Voilà, moi, ça m'est arrivé d'animer des sessions d'Inspect et Adapt avec l'approche Solution Focus, par exemple, enfin, on a tout un tas de techniques, on va dire, d'animation qui ont pour objectif d'identifier en fait les causes racines des difficultés. Et à la fin, c'est là où on rejoint en fait la rétrospective, trouver une ou deux actions qui vont permettre de faire un premier pas. Ça va pas de résoudre magiquement le problème qui a été posé, mais de progresser en fait dans la résolution de ce problème. Et donc voilà, une session d'Inspect et Adapt qui se passe bien, c'est une session qui se termine avec une meilleure compréhension de la difficulté et encore mieux avec une action ou deux pour essayer de la résoudre. Puis finalement, euh, ce qu'on appelle l'art de la rétrospective, c'est un peu pompeux, mais la rétrospective, que ce soit appliqué à un sprint, que ce soit appliqué à une rétrospective d'événements, de projets, le but reste toujours le même finalement. C'est que l'équipe prend un moment, tous ensemble, d'inspection, de inspect and adapt, là, comme tu mentionnais tout à l'heure, Johan. Puis, si l'ensemble des membres de l'équipe se sentent en sécurité pour pouvoir partager ce que chacun veut bien partager, euh, on devrait arriver assez logiquement à des éléments d'action qui devraient comme ça popper d'un coup. Et si ces éléments d'action-là sont suivis et mis en place très prochainement, ça devrait permettre à l'équipe, au projet, à l'événement de s'améliorer dès la prochaine itération. J'espère qu'on a bien répondu à ta question, Théophile. Je vois une question de Olivier, on va y répondre et puis après on va faire un petit tour sur Nitro. On va essayer de faire une rétro ensemble Ouais, accélérée. En fait, ça sera plutôt un post-mortem qu'une rétrospective. j'ai encore. Juste ouais, la Ouais, question de Olivier, une rétrospective réussie, n'est-ce pas aussi une rétro suivie des faits, notamment de la bande passante dédiée aux améliorations? Absolument, en fait, c'est une bonne pratique de transcrire les action items qui ont été générés dans une rétrospective dans les outils que vous utilisez. Donc, Johan tout à l'heure parlait de Jira. Donc, c'est quand même bien d'aller ajouter ces action items-là dans le sprint courant pour donner justement de la place et du temps pour accomplir ces action items. cool, je vais pouvoir terminer. Tout à l'heure, je vous parlais, attendez, je vais déplacer mes cajous, et je vous parlais de certains ouvrages qu'on recommande autour de la rétrospective. Alors, je vous ai parlé de celui-là, Agile Retrospectives, Making Good Teams Great. C'est vraiment le livre qui a, on va dire, popularisé la rétrospective au début des années 2000. Puis dedans, vous pouvez retrouver plein de conseils, plein de pratiques, d'approches qui sont intéressantes autour des rétrospectives. Alors, c'était dans un cadre physique à l'époque, mais il y a beaucoup de ces choses-là, vous pouvez reprendre dans un contexte plus virtuel. Deuxième livre s'appelle Project Retrospectives de Norman Kurt. Lui, c'est un petit peu la Bible de la rétrospective. C'était au tout début des années 2000. C'est un peu le livre qui a posé les bases de ce que devrait être une rétrospective. Je vous le recommande également. Le troisième, c'est un livre beaucoup plus récent qui s'appelle Retrospectives, a Scrum Master's Guide. C'est une boîte à outils finalement pour le Scrum Master avec tout un lot d'activités et de techniques de facilitation qui sont vraiment sympas. Pareil, c'est un petit livre, ça se mange tout seul, honnêtement. Donc c'est ça, je vous recommande là ces trois livres si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'art de la rétrospective. On voulait vous parler quelques minutes de Nitro avant de passer à la rétrospective de Nitro. C'est ça, nous, Nitro, donc comme vous le savez, on est basé à Montréal, mais en réalité, on aide des centaines d'équipes agiles à s'améliorer en continu, un petit peu partout dans le monde, et particulièrement en France. En fait, on a une bonne communauté francophone, française, sur Nitro. Donc c'est ça, on a mentionné ici quelques-uns de nos clients français comme Decathlon, L'Oréal, La Poste,
Crédit Agricole, l'Euro Merlin, et puis encore tant d'autres. Donc, on est quand même très content d'être particulièrement implanté en France. Ici, j'ai partagé un testimonial particulier d'un de nos clients, Frédérico, de L'Oréal. Puis, ce qui est intéressant, c'est de regarder en quoi Nitro a pu aider cette équipe chez L'Oréal à s'améliorer. En fait, Nitro, en plus de pouvoir faciliter des rétrospectives à distance, c'est un très bon moyen, selon Frédérico, de collecter du feedback de son équipe, de mieux organiser ses rétrospectives. Je sais que Frédérico m'avait dit qu'au terme de sa première rétrospective, il avait pu découvrir qu'il y avait un besoin en formation de certains de ses membres de son équipe, puis que la rétrospective lui avait permis de mettre de l'avant ce constat. Donc, c'est plutôt bon. En général, nos utilisateurs aiment bien, comme le souligne Frédéric aussi, les modèles de rétrospective tout prêts à l'emploi. Donc ça, c'est un gain de temps assez intéressant. Et puis, évidemment, l'emphase sur les pain points et sur les éléments d'action. C'est quelque chose qu'on essaye de travailler vraiment efficacement à travers Nitro. Je n'en dis pas plus parce que là, voir l'outil Nitro, ce sera encore plus efficace tout à l'heure. C'est ça, comme je vous disais, on est quand même content d'avoir pas mal de clients français. Et puis, cette transformation numérique qui a été engendrée par le Covid nous a permis de faire découvrir Nitro à pas mal de monde. Et d'une façon générale, la facilité, la simplicité d'utilisation de Nitro, le gain de temps que ça procure et l'expérience agréable que les participants peuvent avoir lors d'une rétro sont généralement plébiscités. J'arrête là pour le côté promo. Vous pourrez voir après ce que Nitro donne. Juste, je termine sur ça. On n'a pas l'habitude de donner des promotions sur Nitro. En fait, on n'a jamais donné de promotion comme ça à un public assez large. Mais vu qu'on est très content de faire partie de cette aventure de Agile in Real Life, on aimerait vous partager un code promo qui vous donnera 15% de réduction sur vos 3 premiers mois premium avec Nitro. Vous aurez juste à prendre le code AIRL15 pour Agile in Real Life 15 pour pouvoir bénéficier de ce rabais. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous vous enregistrez sur Nitro, le premier mois est gratuit dans tous les cas. Donc, au terme de votre premier mois, si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez saisir ce code-là. Donc, c'est ça. Je pense qu'il est temps qu'on regarde vraiment la rétrospective dans Nitro et que chacun puisse y participer. Je te laisse reprendre le flambeau, Julien. Oui, alors il va falloir que tu me donnes l'accès au partage d'écran. Bah oui. Mais oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous voulez parler des objectifs. On peut en parler vite fait. Ouais, tu peux repartager là, je pense. Ouais, attends, j'ai juste... Ok. Partage d'écran. Nous y voilà. Ok. Donc, les objectifs de cet exercice qu'on va faire aujourd'hui, puis rassurez-vous, en fait, on va le faire très vite parce qu'on sait qu'il est déjà tard en France. Et aussi, il n'y aura pas besoin de création de compte de votre côté pour participer à notre rétrospective. Donc, on va collecter aucune information sur vous à ce sujet-là. L'objectif, c'est de partager nos impressions sur l'événement. Donc, partager le positif, le constructif, pour ensuite, justement, pouvoir établir un plan d'action pour le prochain webinaire. Les règles sont évidemment d'avoir des discussions constructives. Tout le monde est invité à s'exprimer. Bien sûr, pas de culture du blâme. Même si Anders n'aime pas Star Wars, c'est pas grave, on le pardonne. Puis on va aller directement sur Nitro. Benoît, tu vas même pouvoir tester Nitro en live. Christelle, pas besoin du son. D'accord. Est-ce que tout le monde voit mon écran avec Nitro présentement? Oui, on le voit. On peut le voir. D'accord. Donc, on va faire un petit tour de l'application rapide parce qu'on offre des rétrospectives. C'est en fait, c'est la base de Nitro. C'est pour ça qu'on l'a inventé. Ça a été inventé d'ailleurs à ce sujet en 2018. On a commencé à en parler. La bêta est sortie mi-2019. Donc là, un peu plus tard que mi-2019. Là, on a un an officiel. Donc, on a des rétrospectives.
avec plusieurs modèles en fait. On a des modèles qui sont assez classiques, comme le Keep Drop Start, les 4L aussi, qui sont parmi les modèles les plus utilisés, What Went Well également, mais on a aussi des modèles un peu plus imagés, puis qui vont aller chercher différentes verticales, qui vont aller chercher différents types de conversations, comme par exemple les trois petits cochons, tout le monde connaît la fable des trois petits cochons, mais c'est facile de se servir de ce conte-là pour aller mettre en évidence justement c'est quoi les faiblesses de nos processus, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer, puis qu'est-ce qui fonctionne bien. C'est aussi l'occasion de célébrer les choses qui fonctionnent bien. Donc ça, c'est nos templates de rétrospective. Mais d'abord, je vais faire un petit détour. On a rajouté quelque chose qui est intéressant, qui est une activité assez reconnue aussi dans le monde justement de l'agilité. C'est pouvoir faire ce qu'on appelle un team radar, donc un radar d'équipe sur 10 dimensions. Nitro, pour l'instant, vient avec un team radar préétabli sur 10 dimensions qui sont la mission, l'ownership, la valeur que l'on livre, la vélocité de l'équipe, les processus, les rôles de chacun des membres de l'équipe, la qualité de la collaboration, le plaisir de travailler ensemble, les apprentissages et enfin l'accès aux ressources pour s'améliorer en continu. Donc ça, c'est un petit ajout qu'on a fait fin septembre pour justement donner cette vue au niveau aux équipes sur la santé de l'équipe globalement. Puis un team radar, on voit que Anders vient de compléter le sien. Mais par exemple, un team radar, ça se manifeste de cette façon. On reçoit un lien vers un questionnaire. Donc, soit on rejoint l'équipe, soit on le remplit d'une façon ponctuelle. On n'est pas obligé de s'inscrire, comme ce que je disais. Donc, il y a des questions imagées. L'application, elle est 100% responsive. Donc, que ça soit sur téléphone, sur laptop ou sur un gros ordinateur, tout fonctionne. On peut donc noter de 1 à 5 chacune des dimensions. Ces dimensions-là peuvent être aussi accompagnées d'un commentaire pour donner encore un peu plus de contexte au coach, au Scrum Master. Par exemple, sur la valeur, on peut dire pourquoi on est d'accord qu'on est sur 5. Ça peut générer des... Donc, une fois que ce team radar est complet, je vais y passer à travers. On peut le publier, puis vous allez voir le radar qui va changer en direct. C'est quand même un outil qui est apprécié pour justement commencer des discussions sur des sujets en particulier. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme une photographie en temps réel de l'état de santé de l'équipe avec ses forces puis ses faiblesses. Alors, dans le team radar que Julien vous a présenté, même si c'est un test, on voit que courbe qui présente des scores faibles. Alors, par exemple, ici, vitesse. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez regarder s'il y a des commentaires par rapport à vitesse pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur c'est quoi les problèmes de vitesse ou de vélocité en général sur l'équipe. Donc, c'est un très bon moyen de partir une discussion sur un sujet particulier ici qui pourrait éventuellement poser problème à l'équipe. C'est ça. Donc là, on va aller sélectionner la rétrospective qu'on va faire aujourd'hui. Puis la rétrospective qu'on a choisie, c'est la matrice d'apprentissage. Donc cette matrice d'apprentissage est découpée en 4 verticales. La première, c'est les choses tristes, des choses en fait que l'on aimerait, excusez-moi, changer. Donc par exemple, pas assez de temps pour célébrer nos victoires. La deuxième dimension, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux, donc les choses qu'on aimerait au moins maintenir dans l'équipe. Par exemple, l'équipe support a une solide compréhension de notre dernière fonctionnalité livrée. C'est quelque chose qu'on aimerait maintenir, par exemple, pour le prochain sprint ou la prochaine fonctionnalité que l'on va délivrer. La troisième dimension, c'est ce que l'on aimerait améliorer. Donc, des nouvelles idées à essayer. Par exemple, proposer un lunch and learn pour notre prochaine fonctionnalité à l'ensemble de l'équipe. Et enfin, ce qui est très intéressant avec cet exercice-là, c'est qu'il y a une quatrième dimension qui est la reconnaissance des gens, donc ce qu'on appelle des kudos. En fait, tout simplement, prendre le temps de remercier des collègues dans l'équipe sur des choses qu'ils ont accomplies parce qu'il se peut que ce soit quelque chose qu'on ne fait pas. Et donc, c'est assez agréable de joindre une discussion constructive à justement un petit peu de reconnaissance dans l'équipe pour favoriser les relations d'équipe. Cette rétrospective, nous allons l'appeler Agile in Real Life 2020. On va la lancer. Et donc, petite précision, évidemment, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
revenir sur cet événement. Donc, les choses que vous n'avez pas forcément aimées par rapport à cet événement, les choses que vous avez aimées, les idées d'amélioration, et puis vos kudos que vous pourriez éventuellement donner dans le cadre de cet événement. Donc, on prend l'exercice de la rétro, on le change un petit peu, on l'adapte dans le cadre de cet événement-là. Et puis, le but, ce sera que nos chers organisateurs puissent prendre note de tout ça et mettre un plan d'action avec des éléments d'action finalement pour améliorer la 3e édition du Agile in Real Life. Exact. Donc là, on avait déjà une rétrospective qui avait été faite. Ça, c'est notre 2e rétrospective d'équipe. Il y a des éléments d'action qui n'ont pas été complétés. Donc, on prend un petit moment avant de commencer la rétrospective avec les membres de l'équipe, justement pour discuter de ces éléments d'action-là. Par exemple, Olivia devait documenter, en tout cas, commencer à documenter les initiatives. C'est l'occasion de justement s'assurer qu'on fait un suivi des plans d'action. On va dire qu'ils sont faits. On va commencer la rétrospective. La rétrospective, telle qu'elle est faite chez Nitro, elle se décompose en 4 phases. Donc, la première phase, c'est toute la phase d'agrégation, de collecte d'idées, de commentaires. La 2e phase, on va regrouper ces idées, puis peut-être leur attribuer des thèmes pour pouvoir découper justement ces idées plus facilement. La 3e phase est une phase de vote, ce qui est essentiel à la rétrospective, parce que souvent on génère énormément d'items et ça devient très compliqué de faire un plan d'action sur beaucoup d'objets. Donc, on va pouvoir donner un nombre de votes pour chacun des participants. Et enfin, la 4e phase, qui est la phase que je préfère, c'est la phase d'élaboration du plan d'action, où on va pouvoir justement créer des action items sur chacun des commentaires les plus votés. Donc, je vais vous partager un lien. Et vous allez voir, ceux qui veulent, c'est pas forcé, on vous invite à rejoindre. C'est 100% optionnel. Vous allez voir que vous pouvez rejoindre cette rétrospective sans devoir créer de compte. Vous avez juste à mettre un nom, prénom. Vous pouvez même mettre un alias si vous désirez. Donc là, on voit les participants se connecter. Donc à tout moment, c'est assez facile de voir qui est là et qui n'est pas là, même si on recommande quand même avoir un support un peu comme Zoom, un support vidéo. C'est toujours plus facile pour animer ce genre d'exercice. Et puis là, on va se donner 2 minutes pour justement entrer des idées dans ces 4 dimensions-là qui composent la matrice d'apprentissage. Donc, je vais commencer le chronomètre. Vous devriez le voir en haut. Et là, je vous invite à rentrer des commentaires. Sachez que dans cette phase-là, on essaye d'éviter le plus possible la pensée de groupe. Donc, pour l'instant, ces commentaires, seulement vous pouvez les voir. Les commentaires des autres personnes, vous ne pouvez pas les lire jusqu'à ce qu'on décide de les révéler. Dernière chose, vous pouvez ajouter des commentaires de façon anonyme ou pas. Donc, il suffit de cliquer sur votre nom pour pouvoir changer cette fonctionnalité-là. Évidemment, on va tous un peu tricher vu qu'on voit les ouais. N'écris pas de bêtises, hein, Julien, s'il te plaît. Même si je mets anonyme, vous le saurez. C'est le moment où je mettrais bien une petite musique d'ascenseur, mais il n'y en a pas encore dans Nitro, donc on vous laisse vous concentrer sans musique d'ascenseur. Donc, il nous reste une trentaine de secondes, si vous voulez. Bien sûr, le timer, c'est jamais définitif. On l'utilise comme on veut. Alors, ce qui va se passer, c'est que le facilitateur a la main sur l'orchestration en fait, de cet exercice-là. Ça fait qu'une fois que je m'assure que mon équipe est prête à aller à la phase suivante de dévoilage en fait, des commentaires, je vais amener tout le monde avec moi. Donc, il ne va pas y avoir de personnes en retrait. Ça crée un rythme, justement, cet exercice-là de rétrospective.
Donc, en temps normal, ce que je ferais, c'est que je demanderais à tout le monde si vous avez rentré vos commentaires. On est une douzaine de personnes, ça pourrait se faire aussi. Mais là, je prends le parti pris que vous avez tous eu le temps de rentrer des commentaires. On va révéler ces commentaires-là. Sachez qu'en plus, si vous avez oublié des commentaires à cette phase-là, on peut toujours en créer de nouveaux. Il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Puisque ce que je ferai dans une rétrospective, une vraie rétrospective, j'inviterai à tour de rôle chacun des membres de l'équipe à s'exprimer puis à présenter ses idées. Puis on peut faire aussi de l'agrégation à ce moment-là. Par exemple, si on regarde le timing du meet-up par Benjamin puis Aurélien, on voit que c'est un commentaire qui est assez similaire. Donc on peut se permettre de le regrouper. Donc voilà comment ça se passerait. Chacun des membres présenterait ses idées. On se permettrait de regrouper des idées similaires pour justement commencer un petit peu à agréger ces données-là et les rendre plus faciles à consommer. Ça, c'est ce que cette agrégation, toute l'équipe peut le faire. Donc vous aussi, vous pouvez commencer à jouer avec les notes si vous justement voyez des notes qui sont similaires. On peut ajouter des thèmes, des thématiques sur ces notes-là. Je ne pense pas qu'on va le faire pour l'exercice. Vous pouvez le faire si vous voulez. Oui, qu'est-ce que tu veux dire, Andy? Non, rien. J'ai juste ajouté un exemple ici. J'ai créé un label customisé qui est time, comme toutes les choses autour du temps. Mais c'est ça, là, vu qu'on est quand même 24 sur la discussion en ce moment, Ouais, on veut quand même pas prendre trop pour aller mettre du label sur chaque item. Mais évidemment, dans une rétrospective, il faut le faire pour pouvoir mieux ordonner, si vous voulez, les différentes idées et faire en sorte que ce soit plus simple pour chacun. Donc là, par respect pour votre temps, on ne va pas le faire, mais sachez que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place facilement sur Nitro. D'accord. On va regrouper quelques notes. Ce sera pour passer à la phase de vote, justement. Donc c'est moi qui supprime les labels pour ceux qui en ont mis là. Désolé, je les supprime pour que ce soit plus simple. C'est soit on en met partout, soit on en met aucun. Ok. Donc, on va passer à la phase de vote. Pour la phase de vote, je pense que je vais vous donner 5 votes chacun. Donc, même si vous êtes déjà en train de voter, ça ne pose pas de problème. Je vais passer à 5 votes et vous allez pouvoir ajuster. Donc, vous pouvez distribuer vos votes. Vous pouvez distribuer l'ensemble de vos votes ou en fait le nombre de votes que vous voulez sur un seul et même item ou vous pouvez les répartir comme bon vous semble en fait. Le but de cet exercice-là, c'est de justement diminuer ce nombre d'objets pour qu'après la phase de action plan soit bien plus facile à élaborer. Tu voulais dire quelque chose, Andy? Pas du tout. Parfait. Alors, on vous donne quoi? Un petit 10 secondes, 20 secondes pour faire les votes? Ouais, on peut faire ça, tiens. Hop. Mais je vois déjà que la moitié des gens ont dépensé leur vote. Je sens que les gens étaient excités à l'idée de voter. Ouais, voilà. Donc là, je vois les votes justement qui sont en train de diminuer. Ah, je me rends compte qu'il y a des participants qui viennent de joindre. Il vient d'arriver juste pour l'étape de vote. Meilleur moment, le meilleur moment. Donc, il reste une vingtaine de votes pour continuer ça. Puis, j'avais même pas lancé le timer, je m'excuse. D'ailleurs, on pourrait passer à l'étape suivante sans que tous les votes soient dépensés. Encore une fois, le facilitateur, la facilitatrice a vraiment le contrôle sur la conduite de la rétrospective. Il reste une petite dizaine, quinzaine de votes. On va vous laisser, c'est ça, encore 8 secondes. Et puis Julien va pouvoir passer à l'étape suivante. C'est la dernière étape. Soyez pas timide. 12 votes. On peut le faire. On sent qu'il y a quelqu'un d'hésitant.
Mais c'est correct, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, on va passer à la phase de plan d'action. Il y a, je pense, 85% des votes qui ont été attribués. Donc, la phase d'action, là, en fait, on va classifier chacune des dimensions qui étaient, je vous le rappelle, améliorées, heureux, kudos ou triste, selon l'importance des votes qui ont été distribués dans cette phase d'action-là. Ce qui est pratique, c'est que parfois, on peut vouloir se concentrer juste sur une certaine dimension d'une rétrospective. Par exemple, pour ce post-mortem, ce qu'on pourrait faire, c'est se concentrer sur la phase d'amélioration, donc les choses à améliorer. Donc, par exemple, on voit que, puis ça, c'est une discussion qui se fait en équipe, on s'entend que ce n'est pas le Scrum Master qui va faire ça tout seul. On voit que l'idée d'avoir un petit icebreaker au démarrage de l'atelier. J'avais pas eu ton commentaire, Benjamin, merci. Le petit icebreaker au démarrage de l'atelier, c'est quelque chose qui a été le plus voté dans la dimension d'amélioration. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est aisément ajouter un action item, incorporer, par exemple, un icebreaker au prochain rassemblement. Tu as le droit de me l'affecter. D'accord. On va aller chercher Aurélien. Puis Aurélien, tu as ton action item, tout chaud, il sort du four. Alors, on fera le suivi au prochain événement, hein, Aurélien. Une rétro toutes les ans, c'est Avec plaisir. pratique. Donc, on va en créer 2 ou 3. On va aller plus vite que ça, parce que je sais qu'il est tard pour vous, je m'excuse. Prévoir quelques bières, tiens, Johan. Livraison de bières à domicile. Bah oui, Là, ça, c'est pour Johan. C'est pour il y a Johan, c'est sûr. Benoît qui va me dire pourquoi tu dis ça. Livraison de bières à domicile pour le prochain événement. Puis Benoît. Voilà, une fois qu'on est passé à travers toutes ces phases-là, on peut générer ce rapport-là, c'est en fait la photo à cet instant de la rétrospective. Donc, on voit quelle activité a été choisie, la date de création de cette rétrospective. On peut exporter un rapport en PDF. On peut également exporter des éléments d'action, des action items en CSV si on le veut. On voit le nom de la rétrospective que l'on peut changer à cet endroit-ci. La totalité des participants. Ce qui est bien aussi, c'est que si vous avez une équipe, mais que vous faites vous faites plusieurs petites rétrospectives, au moins ces rapports-là sont vraiment représentatifs des personnes qui ont assisté à cet atelier-là. Et ça ne sera pas toute l'équipe que vous verrez dans ce rapport-là. On voit tous les éléments d'action. On voit qu'on a la possibilité, ça rejoint un petit conseil dont on a parlé tout à l'heure, on a la possibilité d'exporter vers Jira. Pour l'instant, on offre juste cet export-là, mais ça va changer dans un futur très proche pour justement avoir les action items dans les outils que les équipes aiment utiliser. Et enfin, on a l'ensemble des discussions dans ce rapport-là. Comment se passe l'export avec Jira du coup là? Est-ce que c'est assez simple? C'est un CSV? Non, dans Jira, je pense pas que j'ai un compte Jira en ce moment. Quand on clique dans Jira, en fait, ça va nous demander de s'identifier. Est-ce que... Ouais, ben lui, ça pourrait marcher. Donc, ça demande les accès, les autorisations. Puis ensuite, ça va demander un projet avec un... Donc, on va sélectionner un projet destination. On peut sélectionner quel type d'action item on exporte, parce que dans Jira, justement, on a des types de tasks, de story. Est-ce que c'est un epic, etc. Puis on peut rajouter aussi un label d'équipe. Je ne pense pas que j'ai un label créé dans ce Jira-là. Non, parce qu'en fait, nous, on n'utilise pas Jira. J'avais Non. comme c'était un compte Jira. Mais si j'avais créé un label spécifique dans Jira ou toute une collection de labels, tu aurais pu On les retrouver verrait. ça dans la liste de labels. Effectivement. Donc, c'est vraiment Donc là, facile à mettre en place. Donc là, effectivement, ce label-là est dans Jira. Je ne sais pas si je peux me loguer et puis vous le montrer. Je n'avais pas prévu de me loguer sur Jira.
Piste d'amélioration, tiens. C'est ça, en tout cas, en attendant là que Julien regarde ça, Mhm. on espère que vous avez apprécié cette présentation, les conseils, la rétrospective, évidemment. On espère quelques idées pour pouvoir améliorer ou apporter peut-être un peu plus de créativité là, dans vos prochaines rétrospectives. C'est ça, n'hésitez pas à tester Nitro et également à nous ajouter sur LinkedIn si ça vous fait plaisir. On aimerait beaucoup avoir votre ressenti sur votre expérience Nitro. Donc, on aime bien ça, parler avec les gens aussi. Donc, surtout, n'hésitez pas, ça nous fera bien plaisir. Et donc, on voit que Ouais, ton action item, mon action item est là. ouais, dans le backlog, c'est ça. Exact. Puis vu que j'ai pas, je pense pas que j'ai Aurélien dans mon équipe, on voit juste le reporter, c'est moi-même. Je vais arrêter la présentation, comme ça on va pouvoir se voir. Mais un grand merci pour m'avoir écouté jusqu'à la fin. Ça m'a fait plaisir de faire la démonstration. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ça. N'hésitez pas s'il y a des questions, on y répondra avec plaisir, que ce soit dans le chat, sur LinkedIn ou même à travers le chat Nitro. Même là, en vocal, je pense qu'on peut, Ouais. on peut parler un peu plus librement maintenant. On est un peu moins nombreux. Donc, n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions pour Nitro, pour Johan, si vous avez des conseils par rapport à vos rétrospectives en ligne, des petits retours d'expérience, ça nous ferait plaisir, je pense, Je pense que tous ensemble. la présentation, on pourra vous la partager aussi avec les petits conseils en plus du lien, si ça vous intéresse d'avoir un petit support. Aucun problème pour ça. Moi, je le mettrai sur la page Meetup, du coup. Oui, avec plaisir. Ça reste, vous avez vu que vous avez eu un 5 sur 5 sur Roti. 5 sur... Hey, c'est très gentil. C'est très gentil. Je pense que nous, en tout cas, moi, je vais rester encore un petit peu là sur l'appel si jamais vous voulez comme parler de certaines choses, revenir sur les conseils de rétro ou parler de Nitro. Donc, je sais que pour vous, c'est un peu tard là, mais moi, pour nous, c'est le milieu de l'après-midi, donc on a tout notre temps, on est bien. Et ça marche. Bah, du coup, je vais peut-être arrêter l'enregistrement là. Ouais. Oui. Ouais.